Bonjour, on doit compléter nos cours dans le domaine d'ultrasonographie. On a déjà étudié les principes physiques de l'échographie, l'échodoppler et la lithotripsie. Aujourd'hui, on doit compléter notre cours par l'élastographie. Donc, dans cette partie, on doit traiter les bases physiques de l'élastographie. À titre de rappel, pour plus d'informations sur les cours précédents concernant les bases physiques d'échographie, Doppler et de la lithotripsie, veuillez s'abonner à la chaîne suivante, qui est ici, base physique, imagerie médicale. Voilà ici son logo. Donc on commence par un sommaire. Le sommaire de notre cours qui est l'élastographie. Premièrement, on doit étudier l'introduction. Deuxièmement, concept d'élasticité en physique générale. Troisièmement, principe physique d'élastographie. Quatrièmement, technique d'élastographie. Donc, on doit traiter l'élastographie statique, l'élastographie en régime dynamique, dans laquelle on doit étudier les parties suivantes. La vibroacoustique, élastographie impulsionnelle 1D, c'est le palpeur, élastographie impulsionnelle 2D, acoustic radiation force impulse, ça veut dire la RFI, shear wave élastographie SWE, puis conclusion et enfin des références. Donc on commence par une introduction. À titre de rappel, comme on a déjà fait dans les cours précédents, pour l'échographie et le Doppler, donc l'imagerie ultrasonore, dans ce domaine, il exploite ce qu'on appelle les ondes de compression. Ça veut dire que ce sont des ondes longitudinales concernant les ultrasons. En élastographie, on doit exploiter pour faire cette imagerie ce qu'on appelle l'onde de cisaillement. Ça veut dire que ce sont des ondes qui se propagent perpendiculairement à la direction de propagation. Ce sont des ondes verticales. Par contre, en lithotripsie, qu'on a déjà étudié, qui concerne le traitement du calcul rénal, on exploite ce qu'on appelle un autre type d'onde, c'est l'onde de choc, qui contient une composante positive de la pression, puis une autre composante négative, mais toujours la pression elle est très élevée, de l'ordre de mégapascal. Maintenant, on commence notre cours qui est l'élastographie. De nombreuses pathologies modifient la consistance d'un organe, soit de façon focale, comme par exemple les tumeurs mammaires, qui sont plus dures que le sein normal, comme vous voyez ici. Voilà un sein normal, dans lequel il n'y a aucune tumeur. Voilà un sein pathologique, là où il y a une tumeur. Donc la consistance du tissu dans cette position-là, ça varie du sein normal vers le sein pathologique. Ça veut dire la consistance, ça veut dire est-ce qu'il est mou ou bien dur. Un autre exemple, lorsqu'on a la modification de la consistance d'un organe d'une façon diffuse, comme par exemple la fibrose dans les hépatopathies chroniques et les complications par exemple d'hépatite chronique B ici. Voilà un autre exemple. Voilà un foie normal. Le tissu présente une consistance bien définie, il est mou. Par contre, en cas de pathologie, par exemple, cas d'une fibrose, ou bien cirrhose, ou bien même carcinome, donc la consistance de ce tissu qui est normal, ça varie. Et donc ça change, soit qu'il soit dur, ou bien plus dur. Et donc il n'est pas mou comme qu'on a déjà dans le cas normal. Donc la consistance d'un organe varie en fonction de l'étape pathologique, soit d'une façon focale, soit d'une façon diffuse. Donc ceci a motivé le développement de techniques permettant d'évaluer ce qu'on appelle l'élasticité. Ça veut dire l'élasticité, ça veut dire c'est la mesure de la dureté du tissu.
D'abord, en échographie, on utilise ce qu'on appelle l'élastographie ultrasonore. Puis, il y a un autre mode pour l'utilisation pour étudier l'élasticité, c'est en IRM, l'imagerie par résonance magnétique. C'est l'élastographie par résonance magnétique. Donc, il y a deux types d'élastographie. L'élastographie ultrasonore et l'élastographie par l'IRM. Voilà ici un exemple. Prenons ici un exemple de l'élastographie ultrasonore dans laquelle on étudie l'appareil de ce qu'on appelle le FibroScan. Donc, c'est un appareil qui utilise les ultrasons pour mesurer l'élasticité d'une région d'organe. Par contre, ici, il y a l'exploitation de l'IRM pour avoir l'élastographie d'une région qu'on voit ici de foie. Donc, élastographie par résonance magnétique. Donc, élastographie par résonance magnétique dans un foie sain et dans un foie cirrhotique. Donc, la longueur d'onde des ondes de cisaillement est nettement plus grande dans le foie cirrhotique que dans le foie sain. L'élastogramme montre que le module de cisaillement est plus élevé dans le foie malade. Voilà ici notre IRM. Voilà le foie normal. Voilà le foie cirrhotique, donc là où il y a la fibrose. Donc l'élastogramme, comme vous voyez ici, c'est une cartographie de l'élasticité à l'intérieur du foie. Donc il est mesuré par un module de cisaillement qui est en kilopascal. Donc plus le module est important, plus ça tend vers le rouge, qu'on voit ici. Donc l'échelle, ça varie de 0 jusqu'à 10. Ici de 0 jusqu'à 20. Toujours en kilopascal. Donc en médecine, l'élasticité est un paramètre depuis longtemps connu pour être lié à l'état pathologique du tissu. La palpation, qui est une appréciation qualitative de la dureté du tissu, est couramment utilisée. Par exemple, pour caractériser des nodules ou évaluer l'état d'un organe, foie, rate. Qu'est-ce que fait le médecin? Normalement, sans utiliser un appareil auparavant, il essaye de palper l'organe pour chercher ce que cet organe est libre, ou bien dire, ou bien chercher certains nodules. Donc, on utilise la palpation. Et cette palpation-là, il caractérise ce qu'on appelle l'élasticité. Donc, le but des techniques d'élastographie est de fournir un outil permettant d'évaluer ce qu'on appelle quantitativement, de manière non invasive, l'élasticité du tissu, ou bien de fournir ce qu'on appelle une cartographie du tissu basée sur leurs propriétés élastiques. Donc, la survenue des appareillages d'élastographie permet de donner, ou bien permet d'apprécier l'élasticité de manière quantitative. Ça veut dire on lui attribue une valeur. Ça veut dire s'il est plus dur, donc le chiffre sera plus important. S'il est mou, donc le chiffre sera faible. Par contre, pour la palpation, l'appréciation, il est qualitative, ça veut dire il est opérateur dépendant et on ne peut pas le chiffrer. Donc, selon les techniques, l'élasticité est estimée de façon qualitative et de façon quantitative. Les techniques classiques, c'est la palpation. Donc, ça permet de caractériser l'élasticité et vous donne un résultat qualitatif. Par contre, pour l'élastographie, lorsqu'on utilise les machines, donc ça permet de caractériser l'élasticité, mais d'une façon qualitative et quantitative. Ça dépend des techniques qu'on utilise. Maintenant, avant de commencer notre cours, on doit parler de certains concepts, ou bien ce qu'on appelle le concept d'élasticité en physique générale, d'une manière générale, avant d'aborder notre concept concernant son application en médecine. Voilà, pour bien comprendre certaines définitions, voilà ce qu'on appelle le modèle de Young, ou bien le modèle d'élasticité longitudinale, ou bien le modèle de traction. Et la constante, c'est une constante qui relie la contrainte de traction, ou bien de compression,
et le débit de la déformation d'un matériau élastique isotrope. Ça veut dire isotrope, ça veut dire que ce matériau, ses propriétés ne dépendent pas de la direction. Le physicien britannique Thomas avait remarqué que le rapport entre la contrainte de traction appliquée à un matériau et la déformation qu'on résulte, ça veut dire c'est un allongement relatif, est constant. Tant que cette déformation reste petite et que la limite d'élasticité des matériaux n'est pas atteinte. C'est la loi d'élasticité ou bien la loi de Hooke. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc prenons une éprouvette d'un matériau donné. Ça veut dire par exemple un matériau d'acier. On doit prendre un barreau métallique, qu'on voit ici. On doit essayer de faire, ou bien d'appliquer deux forces sur les côtés, une force sur le côté A et une force sur le côté B. On fait ce qu'on appelle la traction, ça veut dire on tire. On voit que cette force-là, elle est représentée par la contrainte. Ça veut dire la contrainte, c'est la force par unité de surface. C'est ce qu'on appelle la contrainte sigma. Et donc, on suivit cette force, ou bien cette contrainte, en fonction de la déformation qui se fait à l'intérieur de notre matériau. On voit que plus la contrainte augmente, plus la déformation augmente. Cette partie bleue. Lorsqu'on relâche cette contrainte, ça veut dire lorsqu'on supprime cette force, on voit que le matériau revient à sa position initiale, comme un ressort. Lorsqu'on tire, pour une force modérée, lorsqu'on le relâche, le ressort revient à sa position initiale. Donc, c'est le domaine élastique. Donc, le domaine élastique est représenté par cette courbe-là, ou bien cette zone-là, qui est en bleu. Par contre, lorsqu'on augmente la force à une certaine valeur, on voit que le matériau commence à se déformer. Ça veut dire, lorsqu'on relâche la force, ou bien lorsqu'on supprime cette force, le matériau ne revient pas à sa position initiale. Donc, il y a création de ce qu'on appelle une déformation. Et donc, lorsqu'on dépasse une certaine limite RE de la contrainte, on commence dans le domaine de la déformation qui est représentée ici par le rouge. Qu'on voit ici, voilà le domaine élastique. Et donc, dans cette région-là, ABC, c'est le domaine plastique. Ça veut dire le matériau change d'allongement, mais d'une manière non réversible. Ça veut dire qu'il ne revient pas à sa position initiale, donc il se déforme d'une manière permanente. Lorsqu'on dépasse une certaine limite, le matériau se casse. Donc, il y a une fissure après la casse. Et donc, ce qui nous intéresse ici, dans notre domaine, dans ce matériau-là, c'est le domaine élastique. Ça veut dire, lorsqu'on applique une contrainte inférieure à une contrainte limite, donc on a toujours une déformation qui est toujours élastique. Ça veut dire, lorsqu'on supprime la contrainte, le matériau revient à son état initial. Donc, comme vous voyez ici, cette courbe-là, elle est linéaire en bleu. Donc, on peut le caractériser par cette équation. Sigma égale grand E fois epsilon. Epsilon, c'est quoi? C'est l'allongement relatif. Ça veut dire, c'est le delta L sur L0. Ça veut dire sur la longueur initiale. Donc, ça veut dire L, l'allongement lorsqu'il y a la contrainte, moins l'allongement L0 au repos sur L0. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la déformation. Donc, c'est un allongement relatif ou bien déformation adimensionnelle, sans dimension. Car il y a aussi en haut le mètre et en bas le mètre, donc il est sans dimension. La contrainte, elle est exprimée en pression. Ça veut dire la pression, c'est la force par unité de surface. Le coefficient de proportionnalité E, c'est ce qu'on appelle le module de Young. Il est exprimé en pression. Donc, ce qui nous intéresse ici dans cette partie-là, c'est le grand E, c'est ce coefficient-là de proportionnalité. C'est lui qu'on doit se servir pour comprendre qu'est-ce que l'élastographie après. Donc, ce coefficient grand E, qui est le modèle de Young ou bien le modèle d'élasticité, ça caractérise la rigidité de notre matériau. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est cette pente.
plus la pente elle est élevée, plus le grand E il est élevé. Plus la pente elle est faible, plus le matériau il est très élastique. Donc passons à un autre module, ce qu'on appelle le module du cisaillement. En résistance des matériaux, le module de cisaillement, ou bien le module de glissement, module de rigidité, ou bien module de Coulomb, au second coefficient de Lamy, c'est une grandeur physique intrinsèque à chaque matériau et qui intervient dans la caractérisation des déformations causées par des efforts de cisaillement. Ça veut dire les efforts de cisaillement. Prenons un cube d'un matériau donné. À l'état initial, il est perpendiculaire. C'est un cube ou bien c'est un parallélépipède. Donc on a des angles droits. On applique une force tangentielle à cette surface-là. Donc il est parallèle à cette surface. Donc on voit que les angles de ce cube se déforment. Donc au lieu d'avoir un angle de 90, on doit avoir un autre angle qui est inférieur. Donc, la déformation qui a été produite, c'est le delta x. Donc on doit définir le module de rigidité ou bien le module de cisaillement, parfois noté G ou bien μ. Donc il est égal à quoi? Il est égal à la contrainte appliquée sur cette surface. Qu'est-ce que la contrainte? On a déjà dit. C'est la force par unité de surface A. Donc F sur A. Sur la déformation, gamma x. Le gamma x, c'est quoi? C'est le delta x sur L. Donc cette zone-là, c'est le delta x là. Ça veut dire cette déformation-là, sur quoi? Sur le L. Qui est égal à quoi? Donc le delta x est égal à tangente θ. Donc c'est tangente θ. Et donc dans le déplacement petit, le θ, le tangente θ sera égal à θ. Delta x c'est le déplacement latéral. Donc en général, le mu ou bien le J, c'est F fois L sur la surface delta x. C'est ce qu'on appelle le module de cisaillement. Ça veut dire c'est la contrainte sur l'angle qui a été produit, qui est différent de 90. Car cet angle-là, c'est le tangente θ est égal à delta x sur L, c'est tangente θ. Et vu les petits déplacements, ou bien les petites déformations, donc tangente θ égale à θ. Donc, la contrainte sur le θ qui est le résultat de cette contrainte-là. Et ce rapport-là, ça représente ce qu'on appelle le module de cisaillement. Voilà, ce sont deux notions à retenir en physique générale concernant l'élasticité. Donc, il y a le module de Young qui est représenté par le E et le module de cisaillement ou bien le module de rigidité qui est représenté par μ ou bien G. Voilà. Donc, le résumé de ce qu'on a dit sous forme de formule. Donc, plusieurs grandeurs physiques sont utilisées pour décrire le comportement mécanique d'un tissu, notamment le couple module de Young. Coefficient de Poisson. Donc, le module de Young, c'est le E. μ, c'est le coefficient de Poisson. Et les coefficients de Lamy, lambda et μ. Les relations entre les deux couples, E et μ et lambda et μ, sont données par les expressions suivantes. Donc, ce qui nous intéresse ici, principalement, c'est le μ en fonction de E et le E en fonction des autres coefficients. L'élasticité d'un tissu est généralement décrite grâce au module de cisaillement. Donc, c'est le μ. Donc, les chiffres qui nous intéressent, l'élastographie en médecine, c'est le μ et le grand E. Soit grâce au module de Young, grand E,
tout deux s'exprime en Pascal, ça veut dire l'unité de pression. D'un point de vue physique, le modèle de cisaillement Mi permet de caractériser la déformation d'un milieu soumis à une contrainte de cisaillement. Ça veut dire à une contrainte qui est tangentielle à la surface. Donc, retenez ces deux formules-là. Donc, les tissus biologiques étant des milieux quasi incompressibles, ça veut dire on peut les considérer comme presque incompressibles. Donc, le coefficient de Poisson Mi est égal à 0,5. D'après l'équation précédente, ça veut dire celle-là, Mi grand E sur 2 fois 1 plus Mi, on doit avoir l'expression suivante. Grand E, ça veut dire le modèle de Young, est égal à 3 fois le modèle de cisaillement. C'est une approximation vu que les milieux biologiques sont des milieux quasi incompressibles. Le modèle de Young relie à lui la contrainte sigma appliquée à un milieu au milieu de formation engendrée de le milieu selon la loi de Hooke. Sigma égale grand E fois epsilon, ça veut dire la déformation relative. Sigma, c'est la contrainte en unité de pression. Grand E est le modèle de Young en unité de pression. Par contre, epsilon, c'est l'allongement relatif ou bien déformation adimensionnelle. Epsilon égale L moins L0 sur L0. Donc, retenez ces deux informations qui sont plus importantes. Donc, le fait de savoir ou bien de connaître le modèle de cisaillement, automatiquement, on doit déduire le modèle de Young qui nous intéresse pour mesurer l'élasticité de notre matériau par cette formule-là. Et le modèle de Young, il est relié aussi à la contrainte appliquée en fonction de la déformation via cette relation de proportionnalité. Donc, avant de commencer notre cours, il faut essayer d'apprendre ces deux formules-là qui sont très importantes. Maintenant, on doit commencer à appliquer ces notions basiques de physique sur l'élasticité au domaine de l'élastographie. Ça veut dire la physique appliquée à l'élastographie. Donc, quelle que soit la technique d'élastographie et le ultrasonore employé, 3 étapes sont toujours nécessaires afin d'accéder à ces valeurs. Il y a la première étape, une phase d'excitation du tissu. Examiner, on lui applique une contrainte sur ceci. On excite notre tissu. Deuxièmement, une autre phase d'acquisition, où l'on observe les modifications du tissu engendrées par cette contrainte. Donc, lorsqu'on applique une excitation, donc il y a automatiquement application d'une contrainte. La contrainte, il donne quoi? Il donne une déformation relative. Ça veut dire, comme vous voyez ici, la contrainte, c'est l'excitation. Le résultat, c'est la déformation epsilon. Et donc, automatiquement, on doit déduire le grand E. La troisième phase, c'est la phase de post-traitement, permettant d'afficher les valeurs de dureté de façon variable selon la machine employée. Donc, ce petit texte-là, on peut le résumer dans cette formule-là. Donc, l'excitation, c'est l'application des contraintes à la région dans laquelle on doit faire les mesures de l'élasticité. Le résultat de cette excitation, c'est quoi? C'est une déformation du tissu là. Après la déformation, donc, la troisième phase, c'est la phase de post-traitement ou bien d'exploitation. Ça veut dire, on a l'excitation, on a le résultat, et après, on fait un post-traitement pour déterminer les modèles d'élasticité, grand E, ou bien le modèle de Young, qui permet de caractériser la dureté de notre matériau, ou bien de notre tissu, en général, lorsqu'on l'applique en médecine. Donc, les techniques d'élastographie ultrasonore sont généralement classées selon les régimes d'excitation. Ça veut dire, le fait de changer le régime d'excitation, donc, automatiquement, on change la technique. C'est-à-dire selon la façon dont les valeurs d'élasticité des milieux sont obtenues. On sépare ainsi les techniques fonctionnant en régime statique, élastographie statique ou bien quasi-statique.
qui analyse la déformation du tissu strain dans la littérature anglophone. Et des techniques en régime dynamique, ça veut dire l'élastographie impulsionnelle, qui analyse la vitesse de propagation d'une onde de cisaillement dans un tissu et donnant accès à la quantification de son élasticité. Donc, en régime statique, c'est l'application directe de la formule qu'on a déjà dit. On applique une contrainte, on a une déformation, automatiquement on détermine le modèle de Young. Par contre, en régime dynamique, on envoie une impulsion ultrasonore. Et donc, il y a une onde, une onde de compression, puis il y a génération des ondes de cisaillement. Donc, on détermine le mu, ça veut dire la vitesse des ondes de cisaillement. Donc, automatiquement, on détermine le modèle de cisaillement. Et à l'aide de cette formule-là, on détermine le modèle de Young, qui est le grand E. Et automatiquement, enfin, on détermine ce qu'on appelle la dureté de notre tissu ou bien son élasticité. Donc, soit ça, soit ça. Donc, on a deux régimes. Régime statique. Donc, la contrainte vous donne une déformation et automatiquement vous déterminez le modèle grand E, modèle de Young. Ou bien le régime dynamique, ça veut dire il y a une variation au cours du temps d'une excitation. Et ici, c'est les ondes et les ondes de cisaillement. On doit déterminer leur vitesse. Il y a une formule qu'on doit traiter après pour savoir quelle est la relation entre la vitesse et le modèle de cisaillement. Passons maintenant, en général, quelles sont les différentes techniques qui sont représentées dans ce tableau-là. Donc, il existe plusieurs méthodes d'élastographie ultrasonore. Donc, l'élastographie ultrasonore, il y a deux régimes. Le régime statique et le régime dynamique. Concernant le régime statique, ou bien quasi-statique, on applique une contrainte continue au milieu. Donc, le tissu élastographie en temps réel, strain imaging, c'est une technique qualitative. Donc, estimation du déplacement strain epsilon connu, mais la contrainte S non connue. Donc, E, il est indéterminé. Donc, ça vous donne une élasticité relative. Donc, en régime statique, il permet de vous donner l'élasticité, mais de manière relative. Il vous dit que cette partie-là, il est plus dur qu'une autre partie, ou bien qu'une autre zone à l'intérieur de notre organe. C'est une comparaison, donc c'est une comparaison relative. Donc, il ne permet pas de le quantifier de manière stricte. Ça veut dire qu'il vous donne une valeur exacte, mais c'est une quantification relative. Par contre, en élastographie en régime dynamique, ce qu'on appelle impulsionnel, donc c'est l'excitation par une impulsion. Donc cette excitation, on utilise soit les ultrasons, soit mode mécanique. Mode mécanique, ce qu'on appelle la transient élastographie. C'est le principe d'utilisation de la machine, ou bien de fonctionnement de ce qu'on appelle le FibroScan. Le FibroScan qui a été fait par l'EcoSense. C'est une société EcoSense. Par contre, lorsqu'on utilise l'excitation par une impulsion ultrasonore, on utilise le mode Acoustic Radiation Force Imaging, ARFI, ou bien Shear Wave Elastographie, SWI. Donc, ces deux techniques impulsionnelles, ça permet de vous donner un résultat quantitatif de modèle élastique en kilopascal. Ça veut dire qu'il est chiffré. À chaque zone de l'image, on peut vous donner un chiffre qui permet de le caractériser et de vous montrer quelle est sa valeur. Et donc, vous pouvez savoir le degré d'élasticité ou bien de dureté de chaque région. Par contre, en régime dynamique, on ne peut pas avoir des valeurs chiffrées, mais on peut y avoir seulement des valeurs relatives. Donc, pour ne pas
faire un vidéo beaucoup de temps. Donc j'aimerais arrêter ici 30 minutes. Donc j'ai essayé d'expliquer les grandes lignes d'élastographie, ça veut dire les, les principes physiques d'une manière générale et sa définition. Et donc j'aimerais arrêter dans cette partie-là pour ce cours d'élastographie. Donc prochainement, on doit commencer l'étude des principes physiques relatifs à chaque régime. Donc il y a le régime statique qu'on doit détailler, puis le régime dynamique. Donc je peux vous donner ce qu'on doit voir dans les prochaines vidéos. Voilà pour le régime statique. On doit faire tout ça pour vous expliquer comment ça se fait les choses. Et voilà en ce qui concerne l'élastographie en régime dynamique. On doit vous expliquer tout ça. Et donc pour ne pas alourdir notre vidéo, j'aimerais arrêter ici seulement pour cette grande introduction qui permet de vous positionner sur les bonnes voies pour comprendre ces deux régimes dynamiques. Donc, voilà, on arrête ici. Et pour les gens qui désirent voir cette deuxième partie des vidéos, je vous envoie à s'abonner à la chaîne suivante qui est, voilà, en YouTube. Vous tapez base physique, imagerie médicale, et vous allez trouver la continuité de notre cours concernant cette partie-là 4. Donc les techniques d'élastographie. Donc l'élastographie statique et l'élastographie en régime dynamique. Voilà, je vous présente ça. Et à titre de rappel, je peux vous dire que dans cette chaîne-là, base physique imagerie médicale, vous trouvez les principes physiques d'échographie, de la lithotripsie, du Doppler. Et prochainement, Inch'Allah, on doit continuer pour d'autres modalités d'imagerie. Prenons par exemple le scanner ou bien l'IRM et ainsi de suite. Donc on doit commencer étape par étape. Et donc on finit cette partie-là, cette première partie, pour ne pas alourdir notre vidéo, pour ne pas faire de confusion, chers auditeurs. Donc je vous remercie. À la prochaine vidéo.